C'était un matin clair, sans nuages, en plein printemps. La lumière du soleil inondait les grandes baies vitrées de la maison nichée juste à l'extérieur d'Asheville, en Caroline du Nord, réchauffant les sols fraîchement polis de reflets dorés. Tout semblait sorti d'un catalogue immaculé, silencieux, parfait. Je me tenais debout, seul, au centre du salon, le regard fixé sur le grand sycomore planté devant la maison. Cet arbre, c'était mon idée. Je me souvenais que Marcus avait toujours dit qu'il aimait lire sous un arbre, une tasse de café en main. Cette maison, ce lieu, avait été pensé comme une surprise, un cadeau pour Marcus à l'occasion de ses 32 ans. Il n'en avait même pas connaissance. Gabriel et moi avions gardé le secret pendant près d'un an. Le plan était simple, l'amener ici après le brunch, lui remettre les clés et observer ses yeux s'illuminer. Mais je n'aurais jamais pu imaginer que cette même maison serait le lieu où l'illusion de mon mariage commencerait à se fissurer, là où tout ce que je croyais savoir sur Gabriel allait s'effondrer. Ce matin-là, je n'étais venue que pour m'assurer que les derniers meubles avaient été livrés à temps. L'emménagement n'était prévu que pour le week-end suivant, mais j'ai toujours été méticuleuse, chaque détail devait être parfait. L'aspirateur à la main, je passais du couloir à la suite parentale. J'allais nettoyer sous le lit. Un geste que j'avais répété dans tant de maisons auparavant, réflexe, routine. Mais alors que je poussais l'appareil sous le cadre, il s'arrêta net. Je fronçai les sourcils, l'éteignis, et m'agenouillai pour vérifier. Quelque chose de violet était coincé entre deux lames du plancher. À première vue, j'ai cru à un débris de chantier, un bouchon plastique, peut-être un emballage. Mais en tendant la main et en tirant doucement, mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ce n'était pas un déchet. C'était un tampon usagé. Je suis resté figé. Mon corps incapable de bouger, mon esprit fouillant désespérément une explication. Ma première pensée fut de blâmer un ouvrier, peut-être négligent. Mais j'avais moi-même supervisé chaque inspection. J'avais posé la housse de matelas de mes propres mains. Et seules 2 personnes avaient accès à cette propriété, Gabriel et moi. Mes doigts tremblaient tandis que je repliais les draps. Le matelas semblait intact, mais juste sous un oreiller, la lumière oblique dévoilait une tache brunâtre presque invisible. Sèche, discrète, mais présente. Je n'avais pas eu mes règles depuis presque 10 ans. Et Gabriel le savait. Il ne restait donc qu'une seule possibilité. Avec des mains tremblantes, je pris une photo de la tache et du tampon, puis je les envoyai à la société de gestion du bien, demandant si quelqu'un avait pu entrer dans la maison. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. La voix au bout du fil était tendue, professionnelle. Madame Holt, nous avons vérifié les journaux d'accès. Au cours des 30 derniers jours, seules 2 personnes sont entrées dans la maison, vous et Monsieur Gabriel Holt. Aucune autre entrée enregistrée. Un silence. Puis, souhaitez-vous que nous enquêtions davantage? Non, répondis-je, la voix étonnamment stable. Je raccrochai. Mes phalanges blanches, crispées sur ce petit morceau de coton souillé, comme s'il pouvait déclencher une explosion. Je regardais autour de moi les murs, les luminaires, les meubles neufs, un écrin parfait bâti sur un mensonge. Et puis, le son d'un trousseau de clés à la porte d'entrée. Delia, tu es à l'étage? La voix de Gabriel résonna contre les murs, légère, joyeuse. Je glissai le tampon dans ma poche et lissai les draps du lit, respirai profondément, et quittai la chambre pour le retrouver dans la cuisine. Il se tenait là, un sac de papier dans une main, une bouteille de chardonnay dans l'autre. Je savais que tu serais là à vérifier chaque coin, dit-il en souriant. Je t'ai ramené ton plat préféré. Tu devineras jamais, des huîtres grillées au citron. Comme à Charleston. Il commença à déballer les ingrédients, glissant dans cette routine domestique comme si rien au monde n'avait changé. Je l'observais couper des citrons, nettoyer les coquilles. Ses gestes étaient fluides, habituels. Mais pour la première fois, je regardais cet homme, et je ne le reconnus pas. Cet homme, j'avais renoncé à des promotions pour qu'il puisse faire avancer sa carrière. J'avais élevé notre fils pendant qu'il enseignait, entretenu la maison, organisé notre vie pour lui permettre de briller. Je l'avais aimé, soutenu, protégé. Et maintenant, je tenais la preuve petite, tachée, indéniable qu'il m'avait effacée de son monde intime. L'huile crépita dans la poêle. « Tu es bien silencieuse, dit-il. Mal de tête. » Je hochai la tête. Un peu. Je pense que je vais m'allonger. Il acquiesça. Vas-y. Je t'appelle quand c'est prêt. Je retournai dans la chambre, refermai la porte, et m'appuyai contre le mur.
Et pour la première fois en 29 ans, je me permis d'admettre ce que je savais au fond de moi. Je n'avais jamais vraiment connu l'homme que j'avais épousé. Mais ça allait changer. Marcus arriva un peu après midi, tenant une boîte en carton dans les bras, le visage illuminé d'un bonheur simple que je n'avais pas vu depuis longtemps. Mon fils n'était pas du genre démonstratif, mais ce jour-là, il rayonnait. « Joyeux anniversaire, maman !» plaisanta-t-il en me serrant d'un bras. Je ris doucement. « Je suis presque certaine que c'est ton jour à toi, mon cœur. » Depuis quand c'est l'invité d'honneur qui distribue les salutations? Derrière lui se tenait une jeune femme, cheveux bruns attachés en une pince discrète, regard doux, sourire poli. Elle portait une petite boîte à gâteaux pastel avec précaution. « Voici Mara, » dit Marcus. « On s'est rencontrés à Columbia. »« Bonjour, Madame Holt, » dit-elle doucement. « Je suis ravie de vous rencontrer. Marcus m'a beaucoup parlé de vous. J'ai aussi suivi le cours de votre mari. » Je me figeai, juste un instant. « Votre mari. Pas le père de Marcus. Quel programme suivez-vous » demandai-je, d'un ton neutre mais précis. « Master en sociologie » répondit-elle avec entrain. « Je viens tout juste d'intégrer le groupe de recherche du Dr Holt ce semestre. » La voix de Gabriel s'interposa immédiatement, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. « Delia, tu ne dois pas t'en souvenir, Mara est passée au campus il y a quelques années. À l'époque, elle n'était pas dans mon programme. Mais elle a rejoint mon groupe ce printemps comme assistante de recherche. » Il conserva un ton léger, presque désolé, comme s'il m'aidait à me rappeler un visage anodin. Je hochai la tête lentement. Voilà pourquoi elle m'avait l'air familière. Mara entra dans le salon sans la moindre hésitation, elle ne demanda pas où poser le gâteau, ne chercha pas son chemin. Elle évoluait comme si elle connaissait déjà chaque recoin de la maison. Au milieu du déjeuner, elle se figea brusquement, le visage pâle. « Pardon, je crois que mes règles viennent de commencer, » murmura-t-elle à Marcus. « Est-ce que je pourrais utiliser les toilettes ?» Je tournai la tête pour lui indiquer la salle de bain des invités. Au fond du couloir, l'option la plus logique. Mais avant même que je puisse lever la main, elle marchait déjà vers la suite parentale. La suite. Je me raidis. Aucune indication ne lui avait été donnée. Personne ne lui avait dit quelle porte menait à quoi. C'était sa première visite officielle ici. Et pourtant, elle savait exactement où aller. Gabriel ne broncha pas. Il ne tenta pas de l'arrêter. Il se contenta de se servir un peu plus de salade. Quelque chose clochait. Non, quelque chose était fondamentalement faux. Quelques minutes plus tard, Marcus fouilla sous la table et sortit une petite trousse. Mara dit qu'elle a laissé ça dans la voiture. Tu pourrais lui apporter? Je pense que ce serait mieux que ce soit pas moi. Je pris la pochette sans dire un mot. Mes doigts reconnurent immédiatement l'emballage violet et blanc. Je n'avais même pas besoin de regarder. C'était exactement la même marque, exactement le même modèle de tampon que celui que j'avais trouvé sous le lit la veille. Identique. Je me postai devant la porte de la suite, une main posée sur l'encadrement, le souffle lent. « Mara » appelai-je doucement. « C'est ce que tu cherchais. »« Oh oui » répondit-elle avec aisance, derrière la porte. « C'est bien celui-là. Je l'utilise toujours. Pas d'allergie, et il est confortable. » Je gardai ma voix douce. « Bien sûr. Nous savons ce qui nous convient. » J'accrochai la trousse à la poignée et retournai à la cuisine, chaque pas plus lourd que le précédent. Le reste du déjeuner me parut vide, des rires creux, des phrases creuses. Le gâteau fut coupé, les cadeaux ouverts. J'annonçai que j'étais fatiguée et que je repartais au condo, en ville. Gabriel proposa de rester et de ranger la cuisine. Je fis un signe de tête, embrassai Marcus sur la joue, et sortis. Mais je ne partis pas loin. Je garai ma voiture à 3 maisons de là, derrière une haie, moteur coupé. 10 minutes passèrent. Puis Mara sortit, légère, presque joyeuse. Elle n'attendit pas Marcus. Elle tourna à l'angle de la rue et entra dans une berline noire déjà garée là. Gabriel était au volant. Ils échangèrent quelques mots, puis la voiture démarra direction ouest. Je ne les suivis pas. Je n'en avais pas besoin. Certaines trahisons n'ont pas besoin d'être prouvées. Elles se suffisent à elles-mêmes. Mais je voulais plus. J'avais besoin de plus. Quelque chose d'incontestable. D'irréfutable. Ce soir-là, j'appelai une entreprise de domotique et commandai une installation complète de vidéosurveillance.
La maison que Gabriel et moi avions construite pour Marcus allait désormais devenir le piège où le serpent allait se révéler. Le lendemain matin, je revins à la maison avec un calme glacial. Le technicien, un homme poli prénommé Evan, ne posa aucune question. Je lui montrai la bibliothèque du bureau, la lampe près du lit, l'enceinte du salon. Pas de zone morte, insistai-je. Il hocha la tête. On a un modèle discret. Ultra HD. Audio et capteur de mouvement inclus. Quand il me demanda pourquoi une telle installation, je souris et mentis sans ciller. J'ai peur que mon fils fréquente des gens qui ne lui veulent pas du bien. Il hocha la tête à nouveau. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Avant midi, tout était en place. Chaque angle, chaque pièce, chaque mètre carré surveillé. Aucun mensonge ne passerait inaperçu. Ce soir-là, Gabriel rentra avec des plats à emporter de mon restaurant italien préféré. Poulet rôti aux herbes, bouteille de Syrah. Tu avais l'air fatigué hier, dit-il en installant la table. Je me suis dit que ça te ferait plaisir. Je le regardai remplir mon verre de vin. Ses mains étaient stables. Sûr. Tu as été distante ces derniers temps, dit-il en posant sa main sur la mienne. Quelque chose ne va pas. Tu ne dors pas bien? Je forçai un sourire. J'ai mal dormi ces temps-ci. Ça arrive en vieillissant. Tu veux que je prenne rendez-vous pour toi? Pas besoin de jouer les durs. Il me regardait avec douceur. Peut-être croyait-il à son propre jeu. Mais moi, je ne voyais qu'un acteur. Et bientôt, le rideau allait tomber. Le vendredi s'installa doucement, comme un rideau de brume avant l'orage. Ce matin-là, Gabriel annonça qu'il passerait le week-end enfermé dans le bureau pour préparer une série de conférences. Il prit un ton sérieux, presque cérémonial. « Je préférerais ne pas être dérangé », dit-il en saisissant sa tasse favorite. « Bien sûr », répondis-je en lui tendant une tasse de thé vert. « De toute façon, je vais me coucher tôt. » Il hocha la tête, ferma la porte du bureau sans se douter que j'étais déjà 3 coups d'avance. Dès qu'il fut hors de vue, je me rendis au tiroir du bas de la commode de notre chambre. À l'intérieur, dissimulée sous une vieille écharpe, se trouvait la tablette de Gabriel, celle qu'il ne prenait plus avec lui depuis 2 ans. Je l'avais souvent vu l'utiliser tard le soir, en silence. Ce soir, je ne regardais plus. Je fouillais. Pas de mot de passe. Aucun écran de verrouillage. Juste quelques icônes. Une application de lecture numérique attira mon regard. Je l'ouvris. La bibliothèque était vide. Trop vide. Je consultai les paramètres de compte. Et là, je le vis. Une autre connexion. Gab.Sparrow82. Mon pouce hésita un instant. Je cliquai sur l'onglet « Messages ». Tout en haut de la liste, Suite PEA trace de baiser. Avatar rose bonbon avec cupcakes et cœurs. Je touchai l'écran. Et le sol s'ouvrit sous mes pieds. Suite PEA. J'ai mis ton petit haut blanc préféré aujourd'hui en voyant un baiser les yeux fermés. Gabriel, ne me tente pas. J'ai du mal à me concentrer avec ces réunions. Suite PEA. Tu aimes quand j'ai l'air innocente, hein? Gabriel, tu es plus que ce que je mérite. Tu es la raison pour laquelle je me lève le matin. Suite PEA. Tu crois que ta femme se doute de quelque chose? Gabriel, elle? Elle n'a pas eu ses règles depuis Bush. Elle se souvient même plus à quoi ressemble un tampon. Cette dernière phrase me heurta comme un coup de poing en pleine poitrine. Mais je continuai. Gabriel, dormir à côté d'elle, c'est comme s'allonger à côté d'un musée. Toi, t'es le printemps. Gabriel, même tes orteils sentent la fraîcheur. Je sentis la glace se loger dans mon gorge. Mais je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je refermai simplement l'écran, remis la tablette en place, et sortis dans le couloir. En bas, le lave-vaisselle ronronnait doucement. Le bruit des pages de ses recherches glissait dans l'air comme si tout allait bien. Mais moi, je voyais l'arrière-scène. Le décor. Le script. Cet homme, avec qui j'avais partagé 30 ans, levé un enfant, sacrifié mon travail, cet homme se moquait de mon corps, de mon âge, dans les bras d'une fille à peine plus âgée que notre fils. Et cette même fille avait souri à ma table, utilisé ma vaisselle, pénétré dans ma salle de bain. À 2h48 du matin, j'allumai mon ordinateur portable. Je pris des captures d'écran de tous les messages. Les regrouper dans un dossier chiffré. L'envoyer à une adresse email anonyme que je venais de créer. Je n'étais pas encore prête à agir. Non. Il devait d'abord se croire intouchable. Sur 2.
C'est à ce moment-là que j'élaborais mon prochain coup, leur donner la scène. Le lundi suivant, Gabriel reprit sa routine. Costume. Cravate. Attaché caise. Un baiser sur la joue. Il ne me demanda pas si j'avais besoin de quelque chose. Ne s'enquit pas de mes plans. J'étais un meuble. Un tapis. Présente. Silencieuse. 10 minutes après son départ, je me rendis à la maison de Marcus, notre « cadeau ». Je vérifiai les caméras. Chaque image était nette. Aucun mouvement détecté. Ils étaient encore prudents. Mais je savais ce qui les rendrait imprudents, mon absence. Ce soir-là, au dîner, je laissai tomber la phrase. Diane m'a proposé de l'accompagner à une retraite dans les montagnes. Tu sais, cabane en bois, source chaude, ateliers artisanaux. Gabriel leva les yeux de sa salade. C'est pas notre anniversaire la semaine prochaine. On fêtera ça à mon retour, répondis-je doucement. Et puis, tu as tes conférences. Il baissa sa fourchette. Une demi-seconde. Tu as raison. Tu mérites du repos. Je vis le changement. Subtil. Une tension qui s'envolait de ses épaules. Hameçon. Ligne. Et poisson ferré. Le matin de mon départ, je fis les choses en grand. Valise à roulettes, chapeau de paille, baiser sur le seuil. N'oublie pas d'arroser Mélisse, lui lançai-je. Il déteste qu'on les néglige. Il sourit. Profite. Tu l'as bien mérité. Mais je ne pris pas la route du Nord. Je louai une chambre dans un petit hôtel de charme, en centre-ville. Dernier étage. Vue sur la rivière. Terrasse privée. J'ouvris l'application des caméras. 2 jours passèrent. Puis ils arrivèrent. Gabriel ouvrit la porte de la maison avec précaution, comme un adolescent s'introduisant chez ses parents. Émilie le suivait, légère, le taquinant d'une tape sur l'épaule. « T'es sûre qu'elle est partie ?» demanda-t-elle. « Certain. Elle est dans les montagnes. Là-bas, y a pas de réseau. » Émilie fit un tour dans le salon, bras écartés. Bien mieux qu'un hôtel. Gabriel rit. « C'est notre maison maintenant. Toi et moi. » Je regardais. Imperturbable. Mon cœur ne battait pas plus vite. Il était froid. Émilie ouvrit le frigo. « Tu as gardé mon yaourt à la vanille. »« Je l'ai même pas touché, » répondit-il. « Tout ce que tu aimes, je le garde intact. » J'appuyai sur « Enregistrer ». Chaque mot. Chaque soupir. Chaque caresse. Je n'avais pas besoin de voir la suite. Je l'avais. Ce soir-là, je montai un montage vidéo. Le nom du fichier, plananniversaire.mp4. Je l'accompagnai des captures d'écran. Puis je fis cette sauvegarde. Un exemplaire dans mon coffre. 2 sur des serveurs sécurisés. D'autres envoyés à des contacts de confiance. Et j'envoyai à Gabriel un simple message. L'air est pur ici. Il y a une auberge en bas de la colline. Tu adorerais. Il répondit dans la minute. On y retournera ensemble quand tu rentreras. Mais 2 heures plus tard, Émilie demandait un congé de recherche. Et Gabriel inscrivait 3 jours, hors campus, dans son agenda universitaire. Je bus une gorgée de vin depuis mon balcon et souris. Ils avaient mordu à l'hameçon. Le jour de leur « disparition » débuta comme n'importe quel autre. Mais moi, j'étais déjà bien au-delà. Depuis ma chambre d'hôtel surplombant la rivière, je regardais l'après-midi s'installer. À 14h17 précise, le SUV gris de Gabriel sortit de notre allée. Sur le siège passager, Émilie, lunettes de soleil oversize, sweat à capuche, jambes croisées comme si le monde entier lui appartenait. Je reconnus l'itinéraire qu'il prenait direction la réserve forestière de Bluewood, un coin tranquille de sentiers et de pavillons de randonnée en périphérie. J'attendis quelques heures. Puis j'ouvris mon ordinateur portable et composai le message. Nouvelle adresse mail, ton inquiet, mot soigneusement choisi. Objet. Avis de disparition région de Bluewood. Mon mari, le docteur Gabriel Holt, est parti hier pour un court voyage de recherche avec une étudiante, Émilie Vargas, dans la zone forestière de Bluewood. Aucun des deux n'a donné signe de vie depuis plus de 24 heures. La zone est connue pour ses coupures de réseau. Si vous les avez vues ou faites partie d'un groupe de randonnée, merci de nous contacter. Une récompense de 5 000 $ est offerte pour toute information vérifiée. J'y ai joint 2 photos, une prise lors d'un gala universitaire, et une autre capturée sur notre propre perron, une semaine plus tôt.
Je postais le message sur plusieurs groupes Facebook locaux, des forums de randonnée, Reddit. En moins de 10 minutes, les commentaires affluèrent. Ils étaient en randonnée ensemble. Prof et étudiante? Ça sent l'excuse foireuse. J'arpente ces sentiers. Personne ne s'y perd, sauf s'ils veulent l'être. Le soir même, 2 stations de radio parlaient déjà d'eux à l'antenne. Je jouais parfaitement mon rôle. Oui, disais-je au téléphone d'une voix brisée. C'est si étrange. Il est toujours si prévoyant. Je suis très inquiète. Au standard de la police, Marcus essaie de rester calme. Mais c'est dur, vous comprenez. Sur mon application de surveillance, tout était calme. Le salon intact. Le lit refait. Aucun mouvement. Pas un rideau qui frémissait. Le lendemain matin, les secours étendirent la zone de recherche. Les autorités me demandèrent des photos récentes, des antécédents médicaux, un itinéraire possible. Je leur envoyai tout ce qu'il fallait. Puis, via un compte anonyme, j'envoyai une alerte au journal local Channel 8 News. Information potentiellement utile. Un couple ressemblant aux disparus a été vu près du pavillon Willow Creek, à côté du sentier 5. Ils avaient l'air intimes. Pas perdus. Cet après-midi-là, ils furent retrouvés. Pas enfoncés dans un ravin. Pas épuisés sur un sommet escarpé. Mais à 200 mètres d'un parking, à l'arrière du pavillon Willow Creek. Le temps était clair. Le sentier bien balisé. Aucun obstacle. Aucun danger. Gabriel s'était soi-disant blessé en courant chercher de l'aide. Résultat, cheville fracturée. Émilie, tremblante, avait été retrouvée assise sur un rocher, maquillage coulant, enroulée dans un châle trop dramatique pour le printemps. Le gérant du pavillon confirma plus tard qu'ils avaient payé en liquide, sans laisser de nom, et utilisé de faux pseudonymes. Quand les randonneurs avaient commencé à poser des questions ce matin-là, Gabriel avait paniqué. Il avait saisi Émilie par le bras et fui dans les bois. Et chuté dans une pente. Les photos circulèrent le soir même, Gabriel, allongé sur une civière, la chemise trempée de sueur, le visage livide. Émilie, blême, mascara noir coulant sur ses joues. Internet explosa. Escapade romantique ou étude de terrain? Je signe ou pour ce genre de recherche? Une étudiante et un doyen en devenir? Sérieusement? Marcus et moi nous rendîmes à l'hôpital le lendemain. Quand nous franchîmes la porte de sa chambre, Gabriel était en train de murmurer quelque chose à Émilie. Très près d'elle. Il ne nous vit même pas entrer. Marcus s'arrêta. Observa quelques secondes. Puis se tourna vers moi. Tu avais raison, souffla-t-il. On ne peut plus faire semblant. Je hochai la tête. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Parce que Gabriel n'allait pas disparaître discrètement. Non. Il allait tenter de se réinventer. De se redresser. De se présenter en martyr du devoir universitaire. Et l'université? Elle le laissa faire. 5 jours après sa sortie, une délégation arriva chez nous. 4 hommes en costume. Cartable, badge. En tête, Lionel Grant, vice-doyen. Vieil ami de Gabriel. Complice. Ils entrèrent dans le salon comme s'il assistait à une remise de prix. Gabriel, dit Lionel avec un enthousiasme fin. Dieu merci que tu ailles bien. Quelle épreuve. Derrière lui, un étudiant portait une bannière en toile plastifiée. Rouge et blanche. Esprit inflexible. Mentor infatigable. Ils l'accrochèrent au mur. Je restai assise dans un fauteuil, mains croisées, visage fermé. Delia, dit Lionel en se tournant vers moi. Nous savons que ces derniers jours ont été difficiles. Mais nous voulions que tu l'entendes de notre bouche. La faculté soutient Gabriel. Ce travail de terrain était autorisé. Émilie était l'assistante disponible. Rien d'inapproprié. Tout est conforme. Je souris poliment. C'est rassurant à entendre. Il sembla soulagé. On prépare un communiqué. On va le présenter comme une leçon de prudence. Un exemple de l'engagement de nos enseignants. Puis il ajouta. Tu soutiens ça, n'est-ce pas? Je le regardai droit dans les yeux. Et répondis. Bien sûr. J'ai toujours soutenu mon mari. Je prononçai mon mari comme on tire la gâchette d'un pistolet silencieux. Le matin du communiqué officiel, je m'étais levée avant l'aube. J'avais déjà préparé mes dossiers. Classé les images.
Converti les vidéos. Nettoyer les fichiers. Tout était prêt. Sur le site de l'université, une grande photo de Gabriel s'affichait désormais en page d'accueil. Lui, les bras croisés, le regard tourné vers l'horizon, une forêt floue en arrière-plan. En dessous, le titre. Redéfinir le courage académique, une conversation avec le Dr Holt. Il y avait une interview jointe. Réponse soigneusement préparée. Il y a eu des malentendus. Nous étions là pour tester des capteurs environnementaux. L'étudiante en question a fait preuve d'un grand professionnalisme. Professionnalisme. Je faillis rire. Mais non. Je ne ris pas. À la place, j'ouvris ma boîte mail et envoyai mon propre communiqué. Depuis un compte anonyme, à la presse régionale, aux membres du conseil de l'université, aux doyens. Objet. Révélation sur le docteur Gabriel Holt, document confidentiel. Message court. Simple. Calculé. Ce que vous avez lu est une fiction. Voici la vérité. Toutes les images, vidéos, correspondances et relevés joints sont vérifiés. Si vous choisissez d'ignorer cela, vous serez complice. À vous de choisir qui vous croyez vraiment servir. Pièces jointes. Clip vidéo de Gabriel et Émilie à la maison, seuls, riant dans la chambre d'amis. Échange de messages intimes. Enregistrement audio d'Émilie disant. Elle est tellement naïve. Elle croit vraiment qu'il va rester avec elle. J'avais ajouté un lien vers une page protégée contenant les sauvegardes. Aucune manipulation. Aucun commentaire. Juste les faits. En moins de 3 heures, le site de l'université avait supprimé la photo. 4 heures plus tard, les hashtags #Oldgate et #prof de trop étaient en tendance locale. 17 étudiants avaient déjà commenté. Il a menti. On nous prend pour des imbéciles. J'étais dans son cours. Il m'a fait des avances aussi. La direction publia un message d'urgence. L'université ouvre une enquête indépendante. Gabriel, lui, fit silence. Pendant 2 jours. Puis, un soir, alors que je lisais dans le salon, il rentra. Il n'avait pas l'air abattu. Il avait l'air agacé. Tu crois quoi? Que ça va me détruire? Dit-il sans préambule. J'ai donné 30 ans à cette faculté. Ils savent ce que je vaux. Je reposai mon livre lentement. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Tu ne comprends pas, Delia. Il s'approcha. J'ai des offres ailleurs. Mieux payées. Des instituts privés. Il se fiche des ragots. Ce qui compte, c'est ma valeur. Je restai silencieuse. Puis il ajouta. Toi, tu n'as rien fait de tout ça. Tu te contentes de détruire. Je me levai. Marchai jusqu'au buffet. En sortit une enveloppe. C'est le contrat de vente de la maison, dis-je. J'ai contacté un notaire pendant ton expédition académique. L'acheteur est sérieux. Le dépôt est versé. Gabriel blêmit. Quoi? Tu ne peux pas. Je suis copropriétaire. Tu as oublié ça. Cette maison est à nos 2 noms. Mais les dettes sont à ton seul nom. Il tenta de saisir l'enveloppe. Je la reculai. Et Marcus? Tu veux le chasser de la maison qu'on lui a offerte? Je le regardai froidement. Marcus a quitté la maison. Tu l'as trahi, toi aussi. Il tomba dans le fauteuil. Le choc le faisait vaciller. Et je vais aller où, moi? Je souris doucement. Avec Émilie, non? Ou peut-être dans un pavillon sans réseau. Tu sais déjà comment ça fonctionne. Il me fixa, mais ne dit rien. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas de réponse. Je montai à l'étage. Je fermai la porte de la chambre. Et j'enlevai mon alliance. Le lendemain matin, les cartons étaient livrés. J'avais engagé une entreprise de déménagement. Pas pour mes affaires. Pour les siennes. Émilie avait posté un message la veille. Une citation de Marilyn Monroe, fond rose, police manuscrite. Parfois, il faut perdre tout ce que l'on croyait vouloir pour obtenir ce dont on a réellement besoin. Je la partageai avec un petit commentaire. Depuis un compte anonyme, bien sûr. Ou parfois, on obtient exactement ce qu'on mérite. Gabriel ne partit pas tout de suite. Non, il erra dans la maison pendant 2 jours comme un fantôme en attente de jugement. Il refusait d'accepter ce qui était évident. La fin était là, et il n'y avait pas de négociation possible. La première nuit, je l'entendis marcher dans le couloir, comme s'il cherchait une autre sortie.
Une autre version de l'histoire où il n'était pas le traître mais la victime. Il essaya même de cuisiner. Il n'avait jamais touché une casserole en 30 ans, mais là, soudain, il décidait de préparer un ragoût, une tentative pathétique de normalité. Je n'ai rien dit. Je le laissai s'accrocher à ses illusions. La deuxième nuit, il tenta une dernière fois. Il glissa une lettre sous ma porte. Delia. Tu es l'amour de ma vie. Tu es mon ancrage. J'ai commis une erreur, mais tu es la seule chose qui m'a toujours gardé humain. Ne me punis pas comme ça. On peut reconstruire. Je l'ai brûlée sans la lire jusqu'au bout. Le matin suivant, une camionnette de location se gara devant la maison. Les déménageurs portaient des gants, des coudières, des regards neutres. J'avais tout organisé. Ses affaires avaient été triées, empaquetées, étiquetées. Pas une pièce de plus que ce qui lui appartenait. Ni photo. Ni souvenir. Gabriel descendit l'escalier, vêtu d'un polo froissé et d'un jean qu'il n'avait pas porté depuis des années. Il regarda les cartons comme s'ils appartenaient à un autre homme. C'est donc comme ça que ça se termine, dit-il enfin. Je répondis sans lever les yeux. C'est comme ça que ça aurait dû finir depuis longtemps. Il partit sans un mot. Les portes de la camionnette claquèrent. Le moteur gronda. Et je fus seul. Mais pas brisé. Ce soir-là, je pris un bain. Long. Parfumé. J'éteignis toutes les lumières sauf une, et je restai dans l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne tiède, puis froide. Et même là, je ne sortis pas tout de suite. Je pensais à la femme que j'avais été. Celle qui attendait les retours tardifs, qui faisait semblant de ne pas voir les textos effacés, les parfums inconnus sur les chemises. Je l'embrassai intérieurement. Et je lui dis adieu. La semaine suivante, j'installai un nouveau bureau à l'étage. Peins les murs. Jetai les vieux dossiers. Repris les manuscrits que j'avais laissés à l'abandon. L'un d'eux, un recueil d'essais sur la mémoire et le pardon, attira mon attention. J'avais écrit ces pages des années auparavant ironiquement, inspiré par Gabriel. Je les relus. Puis je recommençai à écrire. Pendant ce temps, la presse universitaire poursuivait ses investigations. Le comité d'éthique lança une procédure. D'autres étudiants parlèrent. D'autres vérités émergèrent. Gabriel tenta de se défendre, bien sûr. Il fit appel. Accusa de la diffamation. Évoqua une campagne personnelle contre sa réputation. Mais les preuves étaient trop nombreuses. Trop claires. Trop précises. 3 mois après le scandale, il fut officiellement suspendu. Son nom retiré du site de l'université. Son bureau vidé. Émilie disparut des réseaux sociaux. Certains disaient qu'elle avait quitté l'État. D'autres qu'elle s'était réinscrite ailleurs, sous un autre nom. Cela ne m'intéressait pas. J'étais passé à autre chose. Un samedi matin, Marcus vint me voir. Il m'aida à installer de nouvelles étagères dans mon bureau. Il me parla d'un poste de chercheur invité à Vancouver. Il hésitait. Tu devrais y aller, lui dis-je. C'est ton chemin, pas celui de ton père. Il me regarda longtemps, puis hocha la tête. Tu m'as toujours montré comment tenir debout. Maintenant, je vais apprendre à marcher seul. Je lui souris. Et moi, je vais enfin apprendre à danser. Ce soir-là, seul dans mon salon, j'ouvris une bouteille de vin. Pas pour oublier. Pour célébrer. Je portais un toast à mon reflet dans la fenêtre. À la fin des mensonges. À la vérité, même douloureuse. À moi. L'été suivant fut le plus silencieux que j'ai jamais connu, mais aussi le plus vrai. La maison respirait autrement, sans la présence lourde de Gabriel. L'air y était plus léger, comme si les murs eux-mêmes se remettaient lentement d'années de tension contenue. Je redécouvris chaque pièce. Je remplaçai les rideaux. Repeignis la cuisine. Mis dehors les meubles qu'il avait choisis, un à un. Pas par vengeance, non. Par purification. Un matin, en me promenant dans le quartier, je croisai Madame Aldé, une voisine que je n'avais jamais vraiment connue. Elle me salua timidement, puis s'approcha. Vous avez été très digne, Delia. Beaucoup n'auraient pas eu cette grâce. Je la remerciai, un peu surprise. Elle posa sa main sur mon bras, puis ajouta. Je voulais que vous sachiez. Il n'était pas discret. Certaines d'entre nous l'avaient vu. Au café, parfois. Avec elle. On ne savait pas quoi faire. Je la regardai, longtemps. Ce n'était pas à vous de faire quoi que ce soit, dis-je simplement.
Mais en rentrant chez moi, je réalisais combien de personnes avaient vu mais s'étaient tues. Et pourtant, ça ne me mettait pas en colère. Il y a des vérités que l'on ne peut pas apprendre de la bouche des autres. Il fallait que je voie par moi-même. Que je traverse l'incendie. Et j'en étais sortie. Plus forte. Plus libre. En septembre, j'acceptais de donner une conférence dans un centre pour femmes. Le thème, rebâtir après l'effondrement. On me demanda si je voulais lire un extrait de mes écrits. Je sortis un passage de mon essai, Les choses que nous avons laissées dans les tiroirs. Je lus d'une voix calme. Parfois, ce ne sont pas les cris qui nous brisent. Ce sont les silences. Les silences pleins de soupçons, d'odeurs étrangères, de regards évités. Et un jour, on se lève, on ouvre ce tiroir. Et on ne trouve pas seulement la vérité. On trouve une nouvelle version de soi-même. Une version que plus rien ne peut effacer. Les femmes présentes se levèrent. Certaines pleuraient. D'autres m'applaudirent avec une intensité que je n'oublierai jamais. Après cette conférence, on me proposa d'en faire un livre. Une maison d'édition locale, dirigée par 2 sœurs, m'envoya un contrat. Je pris le temps. Je le lus ligne par ligne. Je ne voulais plus jamais signer quoi que ce soit sans en comprendre chaque mot. Finalement, je signai. Mais cette fois, pour moi. Le livre sortit sous le titre « Ce que l'on reconstruit seul ». Il ne fit pas la une des journaux, mais il trouva son chemin. Dans des bibliothèques, dans des foyers, dans les mains de femmes qui, comme moi, avaient été dépossédées de leur voix. Et à travers ces pages, je retrouvai la mienne. Un soir d'octobre, alors que je rentrais d'une séance de dédicace, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. Pas d'adresse, pas de tampon. Juste mon prénom, inscrit à l'encre noire. Je l'ouvris avec prudence. À l'intérieur, une lettre. De Lia. Je suis partie. Pour de bon cette fois. Émilie est retournée chez ses parents après m'avoir vidé mon compte bancaire. Elle dit que je l'avais utilisé, mais je crois que c'est l'inverse. Enfin, peu importe. J'ai accepté un poste dans une université au Canada. C'est discret. Je ne pense pas revenir. Je voulais te dire que je suis désolée. Pas seulement pour ce que j'ai fait. Mais pour ne pas avoir vu qui tu étais vraiment. Je ne mérite pas ton pardon. Mais je voulais que tu saches que je le cherche, quelque part, en moi. Gabriel. Je repliai la lettre. Je ne ressentis ni colère, ni peine. Juste une étrange compassion. Il cherchait encore quelque chose que j'avais déjà trouvé, la paix. Je rangeai la lettre dans une boîte. Pas pour m'en souvenir. Juste pour me rappeler que j'avais survécu à cette version de ma vie. Et que désormais, j'en écrivais une nouvelle. Le procès commença sans fracas, un mercredi matin, pendant que les rues de la ville bourdonnaient d'indifférence. Mon avocate déposa plainte pour usurpation d'identité, escroquerie et falsification. Émilie Vargas fut désignée comme principale prévenue. Gabriel Holt figurait en tant que partie intéressée, non défenderesse, non pas parce que je voulais le mêler à nouveau, mais parce qu'il fallait verrouiller toutes les issues. Émilie réagit vite. Elle engagea un avocat médiatique, un de ceux qui sourit trop et parlent comme s'ils étaient déjà en train de rédiger les gros titres. Leur défense accusa de diffamation, insistant sur le fait que mes vidéos avaient été manipulées dans un but malveillant. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils ne pouvaient pas prévoir, c'était l'ampleur de ma préparation. Chaque vidéo était accompagnée de fichiers sources horodatés. Non coupés. Non modifiés. Métadonnées intégrées. Nous avions soumis les journaux du système de surveillance, une expertise graphologique certifiant que ma signature avait été imitée, et des preuves bancaires montrant qu'un compte commun avait été vidé sans autorisation. Et malgré cela, ils persistaient. Ils tentèrent de me dépeindre comme une femme aigrie. Émotive. Une épouse blessée, cherchant vengeance après l'échec d'un mariage. Ils insinuèrent même que j'avais donné mon accord tacite au transfert de propriété. Alors Clara Vine se présenta à la barre. Elle parla d'un ton posé, le regard fixe. Elle décrivit comment Émilie l'avait poussée à falsifier des résultats de laboratoire, comment elle avait été menacée de sanctions académiques si elle refusait. Puis, ce fut au tour du conseiller bancaire. Il confirma 2 virements suspects depuis le compte retraite de Gabriel, signés avec une autorisation inconnue. Il avait déposé un signalement, 1 mois avant que Gabriel ne s'effondre. Gabriel ne se présenta jamais au tribunal. Il se contenta d'une lettre, transmise par son avocat. Monsieur Holt ne souhaite pas contester les allégations de la plaignante. Il ne prendra pas part à la défense.
Comme dans notre mariage. Muet. Évasif. Absent dans les moments cruciaux. Le verdict fut rendu au printemps. Le tribunal me reconnut propriétaire légitime de la maison et bénéficiaire des comptes restants. Émilie fut condamnée à verser des dommages et intérêts, ainsi que les frais de justice. Un prélèvement fut autorisé sur ses futurs revenus. L'université publia un communiqué discret annonçant la retraite anticipée de Gabriel Holt, tout en lançant une enquête interne sur les relations faculté-étudiants. Son nom disparut du site officiel. Son bureau fut vidé en silence. D'après les rumeurs, il vivrait désormais chez sa sœur, près de Charlotte. Son état s'était détérioré. Il avait du mal à parler. Certains disaient qu'il ne répondait plus au téléphone. D'autres affirmaient qu'il restait des heures à regarder par la fenêtre, marmonnant dans le vide, ne mangeant qu'un seul et même plat chaque jour. Je ne suis jamais allé le voir. J'avais tourné la page. Ce n'était pas une vengeance. C'était un solde. Une dette réglée. 3 jours après le jugement, Marcus revint à la maison. Il s'assit à la table de la cuisine, en silence. Puis il murmura. « Je suis désolé, maman. » J'hochai la tête. « Tu n'as pas à t'excuser. » Il baissa les yeux. Je l'ai cru. Elle aussi. « Tu as été élevé à faire confiance aux gens sur deux, » répondis-je. « Ce n'est pas ta faute. » Il fixait son verre d'eau, l'air vide. Elle me faisait croire que c'était moi le problème, souffla-t-il. Je posai ma main sur la sienne. C'est ce que font ces gens-là. Ils te rétrécissent pour mieux s'imposer. Le divorce de Marcus fut acté ce même mois. Mon avocate s'occupa de tout. Je gardai la maison. Les économies. Les garanties santé. Gabriel conserva un compte épargne vide. Je fis ajouter une clause. Toute tentative d'accès à nos comptes conjoints autoriserait un dépôt de plainte. Mon avocate rit doucement. Delia, on dirait une clause d'entreprise. Je souris. Ce n'est pas de la rancune. C'est de la clarté. Une fois le tout signé, je vendis la maison familiale et emménageai dans un petit appartement du quartier des Arts, une chambre, vue sur la rivière, ascenseur fonctionnel. Chaque samedi, un homme jouait du saxophone sous mon balcon. Des femmes dansaient pieds nus. Des enfants lançaient des pièces dans sa boîte ouverte. Je m'inscrivis à des cours de poterie. Mon premier mug était bancal. Le deuxième se fissura au four. Au troisième, je me surpris à rire, les mains pleines d'argile. Je rejoignis un groupe appelé « Cercle 58 », des femmes en reconstruction. Il y avait des enseignantes, des retraitées, des veuves, et même une ancienne épouse de pasteur qui animait un yoga jazz le jeudi. On partageait du vin, des vérités, mais jamais de pitié. Un soir, en rentrant d'un atelier, je vis une adolescente danser sous un lampadaire, écouteurs aux oreilles, souriant au ciel comme si elle en était la reine. Avant, cette légèreté m'aurait semblé étrangère. À présent, elle m'était familière. Méritée. Parfois, on me demande si je regrette ce mariage. Ces années. Non. J'ai donné ces années en conscience. J'ai aimé. J'ai soutenu. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une loyauté. Mais ce que j'ai récupéré, mon nom, ma paix, ma dignité n'était pas un cadeau. C'était mon dû. Un matin, les fenêtres grandes ouvertes et la lumière caressant mes plantes, j'ai écrit dans mon journal. Je n'attends plus d'excuses. Je ne garde plus de place pour ceux qui arrivent trop tard. Je ne suis plus celle d'avant. Je suis quelqu'un de mieux. Et ça, c'était suffisant.